Chaque carte est un monde, tu vois. Et chaque personne qui apprend le tarot est un monde. Donc l'idée, c'est vraiment de donner l'ouverture pour que chacun puisse entrer par la porte qui lui convient. Où est-ce qu'il est mon allié? Comment je peux utiliser mon allié? Et même, j'en parlerai une fois ou deux dans le séminaire, mais de faire retourner les cartes face ouverte et de dire, voilà, si j'avais besoin d'une image qui m'aide à vivre, qui m'aide à respirer, laquelle je prends? C'est justement la carte dont je voulais parler. Quand les réseaux sociaux de type Instagram, etc., sur téléphone sont arrivés, c'est exactement ça. C'est un live d'Instagram, le chariot, tu vois. La première chose, c'est que c'est pas un métier. Donc on va se détendre, c'est une activité. Donc tout le monde a le droit de peindre, tout le monde a le droit d'écrire un poème, tout le monde a le droit, quand il trouve un piano, d'ouvrir le piano et de taper 3 notes dessus. C'est-à-dire qu'aucun rayon ne va tomber du ciel pour te foudroyer si tu essayes de lire les cartes. Il est né à l'époque des premiers imprimeurs, lorsque les images parlaient plus que les mots. Depuis, il n'a cessé de traverser les siècles. Objet de fascination, outil d'introspection, miroir de l'âme, bienvenue dans le monde fascinant du tarot de Marseille. Et pour vous en parler, qui de mieux que la spécialiste mondiale en la matière, Marianne Costa. Pour rappel, il s'agit de la co-autrice avec Alexandro Jodorowsky du best-seller référence La Voix du Tarot. Mais c'est également l'autrice du manuel Le Tarot Pas à Pas qui a initié des dizaines de milliers de personnes à travers le monde au tarot de Marseille. Eh bien aujourd'hui, pour la première fois, elle donne vie à ce livre à travers un programme vidéo complet. Et à l'occasion de sa sortie, elle nous a accueillis à Paris pour un échange exceptionnel. Vous découvrirez ainsi ce que vous n'avez jamais entendu à propos de ce jeu légendaire. Et surtout à quel point il a trop souffert d'idées fausses à son sujet. Parce que non, le tarot ne sert pas à lire l'avenir. Il sert à se lire soi-même. Non, il ne prédit pas ce qui va se passer. Il révèle ce qui est déjà là, mais qu'on n'ose pas toujours regarder. Et non, il ne vous dit pas ce que vous devez faire. Il vous aide à comprendre ce qui se joue là, maintenant. Mais tout ça, vous allez le découvrir par vous-même, car Marianne a accepté de me faire, en fin d'interview, un tirage et une lecture de cartes. Grâce à cette démonstration exceptionnelle, je suis certain que vous allez voir le tarot de Marseille autrement, et peut-être même vous voir autrement. Bonjour Marianne, merci d'être avec moi. Marianne Costa, on t'a présenté rapidement dans l'introduction. Tu es une grande spécialiste du tarot, ça fait beaucoup d'années maintenant que tu l'enseignes. Tu as écrit plusieurs ouvrages de référence, on l'a dit aussi en introduction. Une première question, avant de voir qu'est-ce qu'est le tarot, j'aimerais te demander qu'est-ce que le tarot n'est pas, parce qu'il y a beaucoup de confusion, beaucoup d'idées reçues là-dessus. D'abord, le tarot, c'est pas un seul jeu. Donc moi, mon domaine de prédilection, ce que j'enseigne, ce que j'aime, ce que je transmets, c'est un tarot très particulier parce que c'est le tarot avec lequel toute l'Europe a joué au tarot entre le XVIe et le XIXe siècle, même presque jusqu'au XXe. C'est qu'on appelle le tarot de Marseille, je t'expliquerai plus loin ce que ça veut dire. Mais... Donc ce tarot-là, ce qu'il n'est pas, c'est qu'il n'est pas quelque chose qui a été fabriqué pour être un oracle, pour lire l'avenir, pour refléter la vision spirituelle d'une personne en particulier. C'est vraiment un objet artisanal, collectif, qui a traversé les siècles. Donc quand je parle du tarot, je parle vraiment de ce tarot-là. Après, il existe aujourd'hui énormément de tarots qui ont été fabriqués après, de copies de tarots qui ont été fabriqués après, tout un tas d'oracles, tout un tas d'outils pour la voyance, pour la prédiction, qui sont très chouettes, hein, mais c'est pas de ça qu'on va parler, parce que, en fait, j'y crois pas à la prédiction. Je crois au fait d'essayer de s'aider soi-même en se lisant le tarot. Je crois à l'ouverture de la créativité, je crois à l'ouverture du cœur, et je crois au tarot comme un outil de dialogue entre deux personnes. Tu allais me demander qu'est-ce que c'est vraiment que le tarot, non? Alors j'ai répondu à tes deux questions. Non, par opposition, je crois que tu as bien expliqué. Ouais. Donc, qu'est-ce que le tarot finalement? Non, je peux peut-être le dire plus précisément, c'est important. Le tarot, c'est un jeu qui est né au XVe siècle probablement, en Italie, basé sur le jeu de cartes. Et c'est un jeu qui date d'une époque où il n'y avait pas la médecine qu'il y a aujourd'hui, où quand même la foi, pas seulement la religion, mais la foi était très présente, et où en même temps c'est la Renaissance, donc c'est une époque où il y a un immense enthousiasme de l'être humain qui sent que peut-être avec la science naissante, il va pouvoir embrasser tout le cosmos. Et c'est aussi une époque
qui retombe amoureuse de l'Antiquité, de l'enseignement de Platon, de Socrate, de Pythagore, donc de toute la numérologie de Pythagore. Donc c'est une époque de grande ébullition où on a à la fois une foi incroyable dans l'humain et en même temps une foi dans le divin, l'au-delà, etc. Et c'est aussi une époque de foisonnement poétique, créatif, de la connaissance et des arts. Donc ce jeu, il émerge dans cette période très privilégiée de l'humanité et il rassemble un peu, je dirais, tous les plus beaux éléments de ce que c'est que notre inconscient collectif européen. Et il les rassemble dans un jeu qui est entre, purement ludique, et on pourrait dire que les arcanes majeures du tarot, qu'on appelle les triomphes à cette époque-là, sont comme une procession de carnaval, qu'il s'agit vraiment de faire la fête, tu vois. Et en même temps, derrière, il y a un fond très sérieux, très profond, et il y a l'ambition, le désir avec ce jeu, de montrer ce que c'est que le cheminement essentiel de l'être humain. Mais à l'époque, c'est pas du tout pour lire les cartes, c'est pour jouer à table. Et donc plus tard, au 19e, au 20e siècle, au moment où la Renaissance était déjà très loin, on était dans l'époque industrielle, l'époque de la colonisation, etc. Donc l'être humain, nos ancêtres de la fin du 19e siècle, ils étaient un petit peu en manque de spiritualité, d'une forme de beauté qui ne soit pas juste la manifestation de la richesse bourgeoise, etc. Et donc, avec tout un tas d'autres instruments, le tarot a été réinventé, retrouvé. Les ésotéristes et puis ensuite les surréalistes, les poètes ont reconnecté avec le tarot parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un trésor populaire qui était là et que dans ce trésor populaire était encryptée, encodée une très profonde sagesse qui est un petit peu la lumière de l'Occident, si tu veux. C'est l'ésotérisme chrétien, c'est la sagesse antique, c'est, comme j'ai dit, la numérologie pythagoricienne, c'est des traces de l'alchimie. Et donc, ce jeu est devenu un jeu de la connaissance de soi. J'interromps un instant cette vidéo pour vous dire que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le petit pouce levé qui se trouve sous la vidéo. C'est pas grand chose, mais ça nous aide à faire connaître nos contenus auprès d'un plus large public. Voilà, merci beaucoup pour votre aide et maintenant reprenons notre vidéo. Alors pourquoi il y a autant d'idées reçues justement? On le rattache souvent à la voyance, on a l'impression que ça sert à lire l'avenir, voilà, d'où ça vient tout ça? D'abord, je ne voudrais pas dire du mal de la voyance, parce que au fur et à mesure que je me suis intéressée à cette façon particulière de regarder le tarot, j'ai bien sûr été dans beaucoup de congrès, rencontré beaucoup de gens, et moi j'ai beaucoup de respect en fait pour la façon dont chacun a envie de s'approcher de cette action très particulière qu'on pourrait appeler la cartomancie au sens large, ou moi j'appelle ça plutôt la tarologie, c'est-à-dire de projeter notre attention sur des images pour tenter de leur demander une réponse. On est une grande famille, un peu dysfonctionnelle parfois sur les bords, mais j'ai du respect pour ce que fait chacun. Je trouve ça très important parce que des fois, dans mes cours, il y a des gens qui viennent qui ont un don de voyance. Et moi, je ne peux pas les aider ou les accompagner dans leur don de voyance, mais je peux leur donner un outil supplémentaire qui est au contraire un outil de réflexion, d'observation de soi, d'observation des images, et souvent ils en bénéficient. Donc c'est très important d'exclure personne, tu vois. Cela étant posé, je parlais du 19e siècle, qui est le moment où vraiment la cartomancie fleurit, où le tarot est redécouvert. C'est aussi une époque où les gens sont très malheureux. On n'a qu'à lire les livres d'Émile Zola. C'est une époque où les ouvriers sont exploités, où la condition des femmes est abominable, où les gens qui sont serviteurs dans les maisons sont traités à moitié comme des esclaves. Donc il y a cette couche supérieure qui est la couche bourgeoise, intellectuelle, etc., qui est très resplendissante, très brillante. Voilà, on connaît la littérature et tout ça. Et puis, il y a un grand malheur qui va être exprimé plus dans les feuilletons, les romans d'Alexandre Dumas, d'Eugène Sue. Donc la cartomancie, elle se développe aussi pour répondre à ce malheur. Et elle se développe aussi par des gens qui n'ont pas beaucoup de scrupules, comme il y en a encore aujourd'hui. On les connaît, les faux guérisseurs, les faux énergéticiens, les faux gourous. Notre époque en abonde tout autant et qui trouvent un moyen assez facile de faire de l'argent avec la souffrance des autres. Donc va se développer toute une sous-couche de manipulation des gens. En fait, tu sais qu'aux États-Unis, il y a carrément un centre d'aide comme les alcooliques anonymes pour les gens qui deviennent accros aux prédictions. Tu vois ? Parce que, effectivement, quand quelqu'un pose une question à une personne qui dit qu'elle a le pouvoir de lire les cartes, parce que c'est très abstrait tout ça, et cette personne, elle vient et en fait, elle est toujours agie par une espérance
et par une peur en même temps. Que ça soit pour le travail, pour la famille, pour l'amour, pour la vocation, etc. Quand on pose une question, c'est que ça compte vraiment pour nous. Donc pour moi, si tu veux, le devoir d'une personne qui lit les cartes, c'est de comprendre qu'on a toujours en face de nous quelqu'un qui est aussi à l'aise ou défendu qu'il puisse sembler, est extrêmement vulnérable. Donc pour moi, il y a une éthique derrière ça qui est de se dire, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je fais en face de ça? Donc c'est bien évident que si je me pose en donneur de conseils, en prédicteur, en pseudo-psychologue si je ne le suis pas, il y a plein de choses qu'on n'est pas quand on est tarologue. Le plus proche, ça serait entre un traducteur, parce qu'on essaye de traduire ce que disent les cartes, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, un raconteur d'histoire. Quand un enfant te demande de lui raconter une histoire ou te pose une question, te demande pourquoi il pleut, te demande pourquoi Jésus est sur une croix dans l'église, te demande pourquoi il n'a pas le droit de manger tout un sac de bonbons, et ben ça en appelle en fait chez toi à une responsabilité profonde de lui répondre. Et souvent tu lui réponds avec une histoire, tu lui réponds avec une métaphore. Donc le traducteur, le raconteur d'histoire, et puis peut-être au bout d'un certain temps, et si on a vraiment accumuler dans certains domaines une expérience de vie, une toute petite qualité de coaching, mais qui ne peut se fonder que sur ce que moi j'ai traversé, sur ce que moi j'ai, je dirais même pas accompli, mais j'ai appris à connaître. C'est très humble, tu vois. Et au milieu de nous, on a ces images, quand il s'agit d'un tarot historique ou issu d'un tarot historique comme le tarot de Marseille, qui rassemblent, et ça qui est très beau, des années et des années de jeux à la table, des années et des années de graveurs de moules qui font leur travail de gravure dans des moules en bois, des années et des années d'impression, de fabrication du papier, de mise en couleur, des années et des années d'enfants qui regardent les cartes avec lesquelles jouent les adultes et qui se disent « Oh, là, il y a un ange. Oh, là, il y a un squelette. Oh, là, il y a un roi. » Et donc, il y a tout un imaginaire. Il y a tout un aspect relationnel parce que le jeu, ça fédère les personnes aussi. Le jeu, c'est un remède contre l'ennui. Et l'ennui, tu sais que c'est le nom qu'on donnait à la dépression au 19e siècle. Donc, même les patiences, les gens qui ont fait des patiences, parce que moi, je crois que la cartomancie est née des patiences, eh ben, ces jeux de cartes, c'était des petites œuvres d'art qu'on avait chez soi et qui peut-être aidaient les gens à projeter leur questionnement, leur imagination. Et j'aime beaucoup cette approche artistique, un petit peu psychologique, un peu philosophique, un peu spirituelle, qui nous amène à avoir de la considération pour cet outil qui n'est pas seulement un oracle que quelqu'un a inventé parce que ça lui est passé par la tête de faire un oracle. Tu vois. Ce qui c'est très bien aussi, hein. Ça m'arrive même de le faire. Mais ce n'est pas tout à fait le même niveau. Jodorowsky, qui a été, comme tu sais, mon premier maître en tarot, avec qui j'ai coécrit un livre, il avait une très jolie image, il disait que c'est une cathédrale de poche. Une cathédrale de poche parce que, comme les cathédrales, il a fallu plein d'artisans sur plein de générations pour que le tarot existe. Une cathédrale de poche parce qu'il y a beaucoup de motifs qui sont des motifs religieux et para-religieux, comme les gargouilles gothiques, etc. Et aussi parce que, quand tu étales le tarot sur une table ou quand tu décores une pièce avec des reproductions du tarot, il y a une solennité de ces formes, elles sont opératives, elles sont actives. Tu sais, moi, je travaille aussi avec des danseurs, dans le théâtre, donc des fois, j'ai des cartes de 2 mètres de haut, et puis on les attache au mur comme ça dans le théâtre. Et souvent, les techniciens qui ont tout vu, ils ont vu des décorateurs extraordinaires, là, ils ont juste un tarot en noir et blanc, ils disent « Oh, wow, ça structure l'espace !» Parce qu'on est quand même dans des dessins qui ont été faits sur la base du nombre d'or, sur la base d'une iconographie religieuse et profane, mais de très très grande qualité, tu vois. Donc le tarot projette une sacralité dans l'espace. Je suis pas trop bavarde, ça va? Non, c'est passionnant, merci. Une autre question, c'est que souvent, quand on recherche un petit peu des informations sur le tarot, on a tendance à trouver des significations fixes pour chaque carte. Telle carte veut dire ceci, telle carte veut dire cela. Alors toi, c'est pas du tout ta façon de voir les choses. Est-ce que tu peux expliquer voilà, pourquoi c'est réducteur, peut-être en donnant un ou deux exemples? Je pense que les gens qui nous regardent auront aussi envie de découvrir ce magnifique jeu. Des arcades majeures à la main. Bah, déjà, signification fixe, et puis alors, moi je fais collection de livrets de petits tarots, tu sais, des années 80-90. Aujourd'hui, depuis qu'on a publié en 2004 La Voix du Tarot avec Jodorowsky, il y a vraiment eu une révolution, que ce soit dans le monde francophone ou dans le reste de l'Europe ou en Amérique latine, parce que ce livre a eu beaucoup de succès, parce qu'il a vraiment imposer l'idée
que non, c'est pas pour prédire qu'on va être assassiné ou qu'il faut quitter son mari. Mais moi, j'ai une collection de petits livrets qui étaient publiés avec les cartes, tu vois, au XXe siècle, où tu as des significations qui sont non seulement fixes, mais horribles, délirantes. Alors, c'est mon petit musée des horreurs. Donc, tu vois, si on les prend dans l'ordre, ça commence par une carte sans numéro qui est un fou. Puis après, on a un petit bonhomme qui joue du bonneto sur une table, le magicien. Puis on a une très belle femme, j'adore qu'elle soit si belle dans ce tarot. On en parlera après de ce modèle. Qui lit ou qui écrit un livre dans un temple ou dans un espace protégé. Et puis on a une impératrice avec son blason, avec son aigle. Et puis dès que l'impératrice a fini de se montrer, pouf, son amoureux apparaît. C'est l'empereur, même blason, même aigle. Et puis l'empereur, évidemment, c'est le pouvoir temporel. Donc, oulala, très vite, on met le pouvoir spirituel, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où il y a une femme avec un lion, un bonhomme pendu par les pieds. Là, ça devient beaucoup plus magique. Après le numéro 10, on est dans la magie. Oh, un squelette qui marche. Oh, un ange qui est descendu sur la terre. Tu vois, j'aime beaucoup partager le tarot avec des enfants parce que ça les émerveille souvent. Donc, oui, bien sûr que c'est une galerie de tableaux. Mais si tu veux, nous, on a tendance à oublier, dans une époque où on a des caméras, on a tendance à oublier que jusqu'au début du XXe siècle, pour représenter une dynamique, on n'avait que la possibilité de représenter des étapes. Donc dans les églises, c'est les stations du Via Crucis, de la voie de crucifixion du Christ. Et on a oublié aussi autre chose, parce que Jung est arrivé, la psychologie de Jung, qui est géniale, qui est merveilleuse, et avec Jung, s'est popularisée la notion d'archétype. Donc dans l'inconscient collectif, tu sais, c'est cette idée qu'il y a des modèles très très anciens qui nous précèdent, le vieux sage, etc. Mais le tarot, ce n'est pas des archétypes. Ce sont, et c'est très important ce mot, des allégories. Une allégorie, c'est vraiment une invention du Moyen-Âge et de la Renaissance. Je vais en prendre une toute simple, qui est par exemple l'allégorie de la tempérance. Donc la tempérance, c'est une vertu, c'est pas une personne, c'est pas un ange. Donc on représente un concept, une vertu, qui déjà en elle-même veut dire beaucoup de choses. La tempérance, ça peut être littéralement mettre de l'eau dans son vin, ne pas trop manger, dormir le temps qu'il faut. Ça peut être aussi tempérer une situation. Donc c'est presque l'équivalent de la diplomatie, tu vois, ne pas permettre qu'un conflit s'installe. Mais si on va dans le travail intérieur, la tempérance, c'est tout le chemin d'une vie entière pour arriver à ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire non pas écraser nos émotions, mais faire en sorte que quand elles émergent, elles puissent se dissoudre, que ce soit juste une énergie. Et que finalement, le plaisir ou la colère, ça devienne juste une énergie qui me meut. Donc c'est un travail spirituel d'une profondeur inouïe. En fait, c'est le travail qu'ont fait les gens qu'on considère comme des saints. On ne le sait pas, c'est le travail préparatoire à la sainteté. Donc, comment tu représentes un concept pareil ? Eh bien, ce que fait le Moyen-Âge, la Renaissance, c'est qu'il va créer un paysage, un ou plusieurs personnages, des objets, une configuration symbolique, une certaine forme. Donc là, on a un ange habillé d'une certaine manière qui va tenir un broc dans une main plus haute que l'autre. Il y a de l'eau qui circule, qui descend, mais si tu regardes bien, elle monte aussi. Il a une fleur au sommet de la tête. C'est-à-dire que c'est une combinaison d'éléments symboliques qui semble être une image simple. C'est ça une allégorie. Donc, par définition, l'allégorie elle-même, elle est polysémique. Parce que elle contient, par exemple, toutes les strates dont je viens de te parler, de sens. Et à ces strates, il faut ajouter qu'au concept de tempérance, qui est un concept chrétien, c'est une vertu cardinale, ça va s'ajouter tout ce qui a été ajouté à partir du XIXe siècle dans l'interprétation contemporaine du tarot et dans ce que les humains ont découvert. Donc, évidemment, on peut parler de l'ange gardien, puisque c'est un ange, mais tout ce que Freud, et puis Milton Erickson, et puis Jung ont découvert sur l'inconscient, s'applique à tempérance. C'est-à-dire que c'est le lieu à l'intérieur duquel j'ai la possibilité de redescendre pour refaire les bons mélanges. C'est le lieu qui me sauve. Donc, comment tu veux donner un mot par carte ? Déjà, c'est pas possible. Et ensuite, tempérance, dans le tarot, c'est le numéro 14. Donc, avant le 14, il y a le 13, et après le 14, il y a le 15. Ça veut dire que ce n'est pas un ange qui est tout seul, c'est un ange qui vient du paysage où le squelette était en train de faucher et de couper des têtes, squelette rose, squelette vivant, squelette qui pourrait être
à l'intérieur même du corps de l'ange. Et c'est un ange qui, pour franchir un degré supplémentaire, devient ou rencontre un diable. Les deux têtes qui étaient coupées, qui semblaient mortes ici, elles ressuscitent ici en la personne des deux diablotins. Et entre-temps, on a deux jarres. Tu comprends bien que le morphing, comme on dirait aujourd'hui, entre ces trois cartes-là, et évidemment toutes les cartes du tarot théoriquement, il doit être étudié, il doit être compris, que les symboles voyagent, que une carte ou un degré de la numérologie, puisque là on est dans le degré 3 avec le 13, degré 4 avec le 14, etc., vont avoir une relation l'une entre l'autre. Donc ce qu'il y a entre les cartes fait partie de l'interprétation des cartes. Tu vois ? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se borner. Puis d'abord, si moi j'enseignais, tu vois, imagine que je viens faire un séminaire de tarot chez vous, et ce que je fais, un programme d'ordinateur peut le faire. Ben, ça ne sert à rien que ça soit moi qui l'explique. Bien sûr que c'est important de mettre des mots-clés sous les noms des cartes. Mais ça, je veux dire, tu achètes n'importe quel tarot, entre autres, ceux que j'ai fait moi, ou que j'ai réédité moi, ou ceux que d'autres gens ont réédités, tu vas les avoir, les mots-clés. Mais si ça suffisait, il n'y aurait pas d'apprentissage possible. Donc, on apprend à lire le tarot où chaque image est une matière vivante et mouvante. Alors, j'ai un certain nombre de petits trucs pour faire ça que je vous expliquerai dans le séminaire. Et où la relation entre les cartes est une matière vivante et mouvante. Et ça, c'est très important d'avoir des structures pour la comprendre et pour s'y initier. Et une de ces structures, c'est la numérologie, dont on parlera aussi dans le webinaire. Effectivement, il y a plusieurs axes de lecture quand on t'écoute. Ça peut paraître un peu complexe, peut-être, pour ceux qui nous regardent. Voilà, dans le programme vidéo qu'on a créé avec toi, tu as une façon très pédagogique finalement d'amener un petit peu tous ces éléments. Est-ce que tu peux expliquer justement comment tu le présentes, comment tu introduis ce jeu aux gens ? Tu sais, ce qui est complexe n'est pas forcément compliqué ni difficile. Que si tu t'allonges le soir 5 minutes et que tu réfléchis simplement à tout ce qui se passe pour que tu respires, pour que tu sois en train de digérer le repas que tu as mangé au dîner, et pour que finalement tu continues à vivre au moment de t'endormir, c'est d'une complexité qui est 1 million de fois supérieure au tarot. Donc j'aime beaucoup aborder le tarot comme un tout organique. Donc ce tout, il a une histoire. Donc on commence par raconter son histoire. Ensuite, le paquet de tarot, il a 3 catégories de cartes qu'il faut apprendre à reconnaître. Donc on va faire une petite prise en main pour que les gens qui n'ont jamais pris un tarot dans leurs mains comprennent, et à l'époque où le tarot était un jeu, et avec ce qu'on va en faire pour le lire, qu'est-ce que c'est que les cartes dans lesquelles il n'y a pas du tout de figure humaine, qu'est-ce que c'est que les cartes qui représentent des figures, et qu'est-ce que c'est que ces fameux arcanes majeurs, ces 22 arcanes majeurs, d'où ils viennent, à quoi ils correspondent, comment ils sont fichus. Donc déjà là, on a un jeu de cartes dans les mains, on a 78 cartes, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il y a dedans. Ça commence très bien, tu vois. Et à partir de là, ce que j'aime bien, c'est commencer par faire une promenade dans les arcanes majeures. Parce que, si tu veux, le tarot est quand même principalement connu pour cette série de cartes-là, et que c'est aussi ça qui fait que les gens tombent amoureux du tarot. Moi, ce que j'ai toujours vu avec le tarot de Marseille, c'est que c'est une attirance par la beauté des cartes, en fait. Alors, cette beauté, ça peut être la beauté des cartes. Bon, là, on a le tarot que je vais utiliser, je pense, tout le temps pour le webinaire. C'est un fac-similé qu'on a fait d'un tarot qui est conservé au Musée national de Suisse, qui est un très très beau tarot. C'est le plus ancien tarot de Marseille, dit de type 2, conservé entier. Et je l'aime beaucoup d'abord parce que je trouve les visages très beaux. Tu vois, les visages de femmes, comme les visages d'hommes d'ailleurs. Et puis parce que, tu vois, je trouve très beau ce soleil qui a une petite nuance verte comme ça. Et puis parce que la culmination de ce tarot, c'est une femme nue. Il y a 2 types de tarots. Il y en a qui culminent avec un homme vêtu d'une cape, et un autre avec une femme nue qui danse. Et cette femme nue qui danse, outre qu'évidemment je me projette dedans, parce qu'on garde toujours un peu son ego, mais elle va rappeler une iconographie beaucoup plus ample. Elle va rappeler les dakinis tibétaines, elle va rappeler les images de Kali dansant sur le corps de Shiva. Donc elle renvoie à cette notion de l'union entre le féminin sacré et le masculin sacré, qui, je pense, à notre époque est très très importante. Donc cette promenade dans les arcanes majeures du tarot, cette promenade dans la beauté du tarot, c'est une façon de dire aux gens qui s'approchent du tarot, qui l'abordent,
ne vous inquiétez pas, on va vous apprendre à lire tout le paquet, parce que je ne vois pas pourquoi on laisserait toute cette merveilleuse... Bon, c'est comme un morceau de viande ou un gâteau, tu vois, il faut mordre dedans. Tu vas pas juste te servir de un quart de ce que tu as. Mangeons tout le sandwich, soyons des ogres. C'est dommage justement, parce que beaucoup de gens n'utilisent que les arcanes majeures. Mais parce qu'ils sont timides. Et aussi parce que les arcanes majeures, c'est plus facile à lire paradoxalement. C'est-à-dire, tu donnes les arcanes majeures à un enfant de 8 ou 12 ans qui n'a pas de complexe et tu lui dis raconte-moi une histoire, le gamin il te lit les cartes super facilement. Donc j'aime bien que tout le monde soit bienvenu dans le travail. Et il y a des gens qui ont un coup de cœur pour le tarot, mais qui ont vraiment peur de prendre tout le paquet en main. Donc on commence par les arcanes majeures pour dire aux gens, bah, écoutez de quoi parle tout le paquet, mais vous avez le droit de lire seulement les majeurs. D'ailleurs, dans les structures de lecture, je donnerai des structures de lecture avec seulement les majeurs. Il y a aussi un truc tout bête, c'est que si tu n'as qu'une seule poche, c'est plus facile de ranger ça. Jodorowsky, il avait toujours ses arcanes majeures dans la poche, tu vois. Moi, j'ai fait faire des mini-tarots par beaucoup d'éditeurs avec qui je suis copine pour pouvoir avoir le tarot entier dans la poche. Puis maintenant que je suis en train de devenir presbyte, bah, je suis obligée d'avoir un grand sac à main pour avoir mon tarot entier. Et donc après ça, une fois qu'on a fait cette promenade dans les arcanes majeures, alors on peut commencer à se dire, qu'est-ce qu'on fait quand on lit les figures? De quoi on parle quand on lit les arcanes mineures? Qu'est-ce que c'est la relation entre ces trois corps du tarot? Et puis, il y a cette fameuse histoire de la numérologie qui pour moi est vraiment la martingale pour entrer dans le tarot. Parce que la numérologie, tu peux la comprendre à des niveaux de plus en plus complexes. Donc si tu comprends ce que veulent dire les chiffres de 1 à 10 dans le tarot, donc de 11 à 20 aussi, tu as toujours une porte d'entrée où tu peux combiner ce que tu vois dans la carte, ce que tu vois au sens objectif, ce que tu projettes dans la carte, parce que oui, on a le droit de projeter. Le tout, c'est de ne pas prendre sa projection pour la réalité, ni encore moins pour la parole divine, de préférence, et ce que dit la numérologie. Et donc là, tu as le chiffre, la vérité objective, la beauté objective, la poésie objective, et puis il y a moi qui rentre dans le tarot, et voilà ce que je m'en dis. Et donc toutes les structures de tirage qu'on développera après, elles sont aussi bien pour se lire à soi-même que pour lire aux autres. Donc je fais des exemples où je lis pour moi-même, et puis je vais faire des exemples où je vais lire pour vous, pour l'équipe, tu vois, et aussi pour qu'on puisse se sentir qu'il y a une qualité quand on lit le tarot. On ne fait pas n'importe quoi, on range, comme je ne l'ai pas fait tout à l'heure, on range les cartes dans l'ordre. Quand on reçoit quelqu'un pour lui faire une lecture, on prend le temps vraiment de se poser dans la relation avec les cartes, dans la relation avec la question. On prend le temps d'en faire un moment, le mot sacré aujourd'hui il est mis à toutes les sauces, disons au moins un moment de qualité. T'as un conseil que tu peux donner pour les personnes qui veulent tirer les cartes pour se mettre dans cet état avant de commencer? Moi j'ai toujours, comme tu peux entendre, j'ai toujours été très verbale, j'étais une petite fille volubile, j'ai appris à parler facilement, j'ai appris des langues étrangères facilement, donc je fais partie de ces gens qui peuvent facilement se déplacer vers le haut. Et une des choses qui m'a énormément aidée et que je me rends compte qui aide beaucoup les gens en général, c'est de revenir à la sensation. Comme dans la méditation, comme dans le yoga, tu vois, tout simplement, la sensation et la respiration. Et ce qui est très chouette, c'est que le poids même des cartes dans la main va t'aider à ça. Ou le geste même, si on prend juste les arcanes majeures, mais de mélanger les cartes. Au lieu d'étaler les cartes sur la table, tu sais, ça c'est les traditions du 19e siècle, brasser les cartes. Non, les cartes, elles ont des pieds, une tête, donc on les prend tranquillement dans nos mains, on sent la matérialité des cartes dans nos mains, on n'est pas pressé. Je vais poser une question, je vais juste tirer une carte pour dire est-ce qu'on est capable de faire du bien aux gens avec ce séminaire? Qu'est-ce que me dit le tarot de cet avis, tu vois, quel avis il a là-dessus? Donc je prends les cartes dans mes mains, j'hésite pas à fermer les yeux si j'ai besoin. Je descends dans mon assise, je sens le petit coussin qui est derrière mon dos qui est bien agréable. Je sens le poids de ma tête, que mon cerveau il est un peu surchauffé parce que j'ai répondu à tes questions, que mon visage il est un petit peu tendu parce que je sais qu'on me filme, alors j'ai un peu le trac. Je descends dans ma poitrine, je descends dans mon ventre. Oui, c'est important, c'est pas juste un webinaire de plus, on va essayer de faire passer un message de quelque chose qui m'accompagne depuis 30 ans, que j'ai vu faire beaucoup de bien à beaucoup de gens, les inspirer artistiquement, les inspirer dans leur chemin de vie. Donc je sais que ça a une qualité.
Et avec ça, je commence à mélanger les cartes tout doucement, tu vois. Je les tiens par le cœur et au lieu de les enfoncer les unes dans les autres, je les extrais les unes des autres. Et je mélange tout le temps dont j'ai besoin et je prends vraiment le temps de sentir comment les cartes, elles sont comme une grande famille qui se retrouve dans une réunion de famille, tu vois. C'est comme si, je sais pas, c'est le mariage de la petite et puis il y a les 22 membres de la famille qui sont dans un château et puis ah oui, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Alors je sens qu'elles sont super contentes et j'attends le moment où elles sont toutes contentes, tu vois. Ah, voilà. Et puis après, par exemple, je peux étaler les cartes sur une surface. C'est préférable de l'étaler sur une surface. Le plus possible, je me donne le choix. Donc j'ouvre bien les cartes, tranquillement. Et même là, je reprends le temps de respirer et de reformuler ma question. On a le temps. Le tarot, c'est vraiment un moment pour prendre le temps, pour s'écouter soi-même, pour écouter l'autre, si jamais c'est une lecture dialoguée. Et je dis, qu'est-ce que le tarot a à nous dire en une seule carte sur la vertu, la qualité que pourrait avoir ce séminaire. Alors maintenant, j'ai un peu la trouille, parce que je vais peut-être prendre une carte qui fait peur, tu vois. Mais tant pis, le jeu, c'est qu'il faut que je sois capable de l'interpréter, si jamais. Et non, c'est le mat. Le mat, c'est la carte du tarot qui n'a pas de définition. C'est le début du chemin, mais c'est l'énergie. C'est exactement ce que je te disais. C'est cette énergie qui court à l'intérieur des cartes, entre les cartes. Et le mat, si on devait le résumer, bien sûr, c'est un jeu de le résumer. Mais si c'était un personnage de théâtre qui arrive sur une scène et qui parle pour la première fois, je pense qu'il dirait vas-y. Donc c'est le message pour les gens qui auraient envie de prendre ce séminaire, mais c'est aussi le message pour nous. Bien sûr, vas-y, vas-y Marianne, tu as ce qu'il faut dans ton sac à dos. Vas-y Florent, tu peux vraiment faire avancer cette histoire et allons-y tous ensemble. Devant le mat, il y a tout le tarot qui s'ouvre et en même temps, il ne regarde pas vers ce qui s'ouvre devant lui. Tu vois, il regarde un peu en l'air le mat. En même temps, il regarde à ce qu'il y a un tout petit peu au-delà de notre demande personnelle. Alors, le tarot n'est pas une voie spirituelle, on ne va pas raconter d'histoire. Mais ce que j'ai constaté dans mon cheminement, c'est qu'il est vraiment compatible avec la profondeur, les questionnements et l'intégrité des vraies voies spirituelles. Merci pour ce tirage, ça donne une bonne idée de ce qu'on peut faire déjà avec le tarot, sachant que là tu as tiré une seule carte. Oui. Dans les exemples que tu donnes dans le programme, tu montres comment on va tirer 4, 5 cartes, soit les arcanes majeures uniquement. 2, 3, 4, 5 et 6. On aura ça comme... Donc il y a une progression, on y va petit à petit, et puis petit à petit, on peut se familiariser avec l'ensemble du jeu. Ouais. Et puis, Mais tu sais, parfois c'est plus facile. Moi j'aime bien faire des lectures avec des nombres de cartes limités et croissants, mais il ne faut pas forcément le voir en termes de progression. Il y a des gens pour qui c'est plus facile de lire avec beaucoup de cartes. Ce qui se passe, c'est que quand on filme un séminaire, on n'a pas les gens devant soi. Donc il faut que je me base sur toute l'expérience que j'ai d'enseignement, et ça commence quand même à faire presque 30 ans, pour me souvenir les gens sont tellement divers, c'est comme dans le tarot. Chaque carte est un monde, tu vois, et chaque personne qui apprend le tarot est un monde. Donc l'idée, c'est vraiment de donner l'ouverture pour que chacun puisse entrer par la porte qui lui convient. Ce serait comme un temple dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de portes. Donc quel que soit le chemin par lequel tu arrives, tu peux entrer, tu es bienvenu. Je sais que beaucoup de personnes peuvent avoir peur de mal faire ou ne pas oser se lancer. Ils vont lire des livres, mais ils ne vont jamais oser commencer à utiliser les cartes. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes ? La première chose, c'est que ce n'est pas un métier. Donc on va se détendre, c'est une activité. Donc tout le monde a le droit de peindre, tout le monde a le droit d'écrire un poème, tout le monde a le droit, quand il trouve un piano, d'ouvrir le piano et de taper 3 notes dessus. C'est-à-dire qu'aucun rayon ne va tomber du ciel pour te foudroyer si tu essayes de lire les cartes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la figure du cartomancien, du voyant, etc. Justement, ces images du 19e, du début du 20e siècle. Quelque chose d'un peu solennel, comme si on devait tout de suite, sous prétexte qu'on lit les cartes, en faire une profession ou décréter qu'on a une autorité. Ben non, de la même façon, je veux dire, si tu as un conjoint ou un ou une amie ou un animal ou un enfant qui a mal quelque part, tu as le droit de lui poser les mains sur le corps et ça ne veut pas dire que tu deviens magnétiseur en 2 minutes. Et puis si quelqu'un a mal à la tête, tu peux lui proposer de prendre quelque chose contre le mal de tête que tu as dans ta pharmacie, ça ne veut pas dire que tu es médecin. Donc on va se détendre. D'abord. Ça, mais c'est très important. Parce que très souvent, le désir, le symétrique d'un très fort désir, c'est une peur.
Donc moi, ce que je constate, c'est que c'est les gens souvent les plus doués, les plus amoureux du tarot, les plus délicats, les plus intègres, qui ont le plus peur de s'y lancer, tu vois. Donc sachez que votre peur, on pourrait leur dire, est à la mesure de votre talent potentiel. Et donc pour se détendre, on peut aussi commencer par faire des lectures pour soi-même. Parce que ça, personne ne t'en empêche. Et justement, c'est pour ça que je dis que parfois, il suffit de lire une seule carte. Parce qu'il y a des gens pour qui ça aide beaucoup de, pendant peut-être un mois, tirer une carte par jour et se laisser accompagner par la carte. Ensuite, on peut commencer par faire des lectures de tarot pour les amis et les gens de la famille. Mais il faut savoir que c'est les consultants les plus difficiles. Parce que quelqu'un dont je ne connais rien, ben, je peux me hasarder à interpréter librement. Je n'ai pas tout un tas de références préalables qui viennent interférer, me parasiter, tu vois. Et après, alors, moi, à l'époque où j'apprenais à lire le tarot avec Jodorowsky, quand j'étais dans ma vingtaine, lui disait, pourquoi pas vous installer quelque part dans un lieu public, dans un café, et puis vous proposer des lectures gratuites. Mais vous dites aux gens de vous écrire merci sur un petit bout de papier, ou de vous faire une donation pour qu'il y ait un échange d'énergie, tu vois, ou de vous, je sais pas, ou si c'est des gens qui sont religieux, de prier pour vous. Donc après, tu peux inventer plein de manières de le faire rentrer dans la réalité. Moi, je crois très fort que c'est bien que ce soit pas une profession forcément. Pour moi, c'est pas une profession. Je fais des lectures de temps en temps. Ça m'arrive de les faire gratuites, ça m'arrive de les tarifer, ça m'arrive de les faire sur donation. Ça va vraiment dépendre du contexte, mais c'est pas du tout ma profession. C'est vraiment un art et un domaine culturel et spirituel de l'humanité qui m'a attirée à lui, pour lequel j'ai fait beaucoup de recherches, auquel j'ai beaucoup collaboré, dont j'ai énormément reçu. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Quand tu commences à t'approcher du tarot, comme il a toute cette histoire entre le jeu, la cartomancie, etc., il y a ce qu'on appelle un égrégore, c'est comme une force vivante, tu vois, c'est un être, on pourrait dire, il a une histoire. Et donc quand tu le sers, même gentiment quand tu joues avec lui, il commence à te faire des cadeaux. Par exemple, vous êtes venu me rencontrer parce que vous saviez que je travaillais avec le tarot. Mais tu peux pas savoir le nombre de fois où le tarot m'a fait voyager, où des gens m'ont envoyé un parfum qu'ils avaient fait sur la base du tarot. C'est merveilleux parce que quand tu commences à rentrer dans son monde, tu rencontres des amis, il te donne des circonstances de vie. Il est très très généreux. Ça semble un peu perché ce que je dis là, mais c'est vrai. On peut s'attendre donc à avoir d'autres surprises que simplement ce que le tarot nous dit quand on l'utilise. C'est un accumulateur de sérendipité, de synchronicité. Pourquoi ? Parce que tout simplement la sérendipité, la synchronicité, l'intuition, cette dimension qu'on a appelée magique de la réalité, c'est une face de la réalité qui existe, qui est réelle, dans laquelle tous nos états détendus, nos états amoureux, nos états de connexion avec soi-même et avec l'autre, tout l'espace du rêve, tous les états dans lesquels on est indépendant du temps, l'état dans lequel on peut se remémorer une personne aimée qui a disparu et que pourtant elle soit là. Tu vois, tout de suite, j'ai ma grand-mère qui est là et elle rentre dans la pièce sous la forme d'un oiseau, comme la maman morte de Cendrillon rentrait sous la forme d'un oiseau. Ma grand-mère, elle est décédée, j'avais 11 ans, j'en ai 59 aujourd'hui. Mais si je l'invoque, elle est là. Donc ça, c'est ce que j'appelle la sérendipité, c'est ce que j'appelle la magie. C'est aussi simple que ça. Mais quand on est en contact avec ce courant, sans partir, non, en contact avec ce courant, tout en pouvant continuer à conduire la voiture, tu vois, eh bien, la vie dialogue avec nous à partir de ce courant. Et donc, il y a beaucoup de petits miracles qui arrivent. Alors, par exemple, dans un séminaire, tout le monde va tirer la même carte de tarot, alors que chacun a un jeu différent. Ça arrive tout le temps. Mais tout le temps, tu vois. Je ne vais pas te faire la liste des... Et donc, moi, je crois que ça fait partie de la santé fondamentale d'un être humain, d'être connecté avec ce niveau de réalité-là. Parce que les gens qui sont coupés de cette dimension de la légende, du mythe, de la synchronicité, de la coïncidence, de l'intuition, du rêve, de l'imagination, et de toute l'innocence et de toute l'intemporalité qui va avec, ils sont vraiment coupés d'une part d'eux-mêmes extrêmement riche, inspirante, et d'où en général émergent les solutions dont on a besoin, en fait. Donc quand quelqu'un vient poser une question au tarot, ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse choisir ses cartes, et on l'aide à générer
la signification de ces cartes pour que la solution qui est déjà latente dans cette personne, mais qui n'est pas accessible, presque comme dans une séance d'hypnose ou presque comme quand on fait un rééquilibrage corporel énergétique, que cette solution puisse affleurer, émerger, tu vois. Alors bien sûr, parfois on va peut-être suggérer quelque chose qui vient de notre histoire parce que les deux inconscients se mettent en boucle, que si cette personne est venue chez toi ou chez moi, c'est pas par hasard, et qu'on collabore pour que cette solution se manifeste. Mais très souvent, j'ai l'impression que la réponse à la question, ou le début de la réponse à la question est déjà présent. Et que parfois le tarot ne fait que confirmer. Et c'est pour ça que si tu ne connais pas la vie de la personne, elle est d'autant plus touchée parce qu'elle dit « Ah ben c'est justement ce que je disais ce matin ». Oui, mais elle avait peut-être besoin de renforcer cette intuition qui était venue ce matin et que tout un tas d'autres facteurs viennent écraser. Et souvent, la solution, on s'apercevra que c'est une plante qui est déjà en train de pousser dans notre potager. C'est génial, c'est magnifique. On imagine bien que ça peut être très utile pour apporter un éclairage dans les moments de crise, les moments difficiles de la vie, mais est-ce qu'on peut aussi l'utiliser dans le quotidien pour toutes les petites questions qu'on pourrait avoir n'importe quand? Non seulement on peut l'utiliser dans le quotidien, d'abord on peut jouer avec. Moi, il y a eu toute une époque où je ne savais pas répondre concrètement aux questions du tarot. Donc je partais, c'est ce qu'on fait, les erreurs de débutants. Je partais dans des trucs hyper compliqués, hyper philosophiques, hyper spirituels. Mes consultants, mes copains avec qui ils s'endormaient, tu vois. Et donc à l'époque, Jodorowsky m'a dit non, mais il faut que tu apprennes à lire le tarot concrètement. Je lui dis demande-lui quel sera le temps qu'il va faire demain. Je dis mais je peux pas, c'est de la prédiction. Il dit non, c'est pas de la prédiction, c'est toi tu dois t'exercer. Et donc j'ai commencé à jouer avec ça, à vraiment essayer de sortir des cartes de tarot et de les relier avec des questions matérielles, concrètes que j'avais dans ma vie. Alors c'était génial parce que je me suis aperçue qu'il y a tout un tas dans le tarot, par exemple, une des choses qui m'a beaucoup fait rire, d'abord, je ne sais pas si tu te rends compte, que la taille des cartes à jouer, des tarots, ça a été copié par les téléphones portables. C'est-à-dire que, bien sûr, ça veut dire que ce que l'être humain peut tenir dans la main, je ne vais pas nommer des marques, mais je veux dire, tous les jeux de tarot que je connais font plus ou moins la table des téléphones portables existants aujourd'hui. C'est quand même drôle. Et là, synchronicité, je te jure que je ne l'ai pas fait exprès, c'est justement la carte dont je voulais parler. Quand les réseaux sociaux de type Instagram, etc., sur téléphone sont arrivés, c'est exactement ça. C'est un live d'Instagram, le chariot, tu vois. Or, qu'est-ce qu'elle représente, cette carte? L'action et le triomphe dans le monde matériel. Qu'est-ce que font aujourd'hui tous les gens qui veulent être en action et triompher dans le monde matériel? Ils vont faire les clowns, pardon, hein, moi je ne suis pas du tout réseaux sociaux, sur Instagram pour se faire remarquer. C'est quand même fou que dans tous les sens qu'on peut imaginer et trouver à une allégorie, non seulement en termes de format mais en termes d'image, le tarot nous présente ça aujourd'hui, tu vois. Donc il y a une possibilité de jouer avec cette capacité à être lui-même anachronique qu'il porte. Et puis après, il y a un niveau beaucoup plus intéressant, qui est que chaque personne vit de sa créativité. Même quelqu'un qui a un esprit très scientifique, il est créatif. Einstein disait « l'intuition est plus importante que la connaissance ». Donc, le tarot, c'est un point d'appui pour la créativité. C'est un générateur d'idées, c'est quelque chose qui va peut-être te sortir d'une idée fixe quand tu tournes en boucle sur un truc. Tu dis, allez, donne-moi une autre ouverture. Et franchement, plutôt que d'aller poser des questions à ChatGPT ou à Claude AI, je pense qu'il vaut mieux ouvrir son jeu de tarot. Parce qu'au moins, la réponse, elle n'est pas pré-mâchée. C'est toi qui vas devoir extraire la réponse de l'image. Donc, quand tu fais ça neurologiquement, au lieu de donner tout le pouvoir à une intelligence artificielle, ce que tu fais, c'est que tu mets ton cerveau droit en action. Le cerveau qui processe les images et pas seulement les mots et les pensées. Et donc, tu vas générer un état cérébral qui est proche des états de méditation ou de méditation active, où il y a le cerveau gauche, qui est le cerveau analytique de la parole, etc., qui se pose tout un tas de questions. Puis d'un seul coup, tu concentres ton temps, ton silence, ta sensation corporelle, ton regard sur une image, et tu laisses l'image commencer à t'inspirer. Et bien, tout de suite, d'un point de vue neurologique, tu redeviens un être humain complet. Et pas seulement un être humain du XXe siècle qui est là, en train de faire la course à l'échalote avec son cerveau gauche. C'est une façon de redevenir pleinement un être humain. C'est une des nombreuses façons. Oui, ça, je pense vraiment que le tarot collabore
avec tous les autres outils qui nous ramènent vers la plénitude de notre humanité, oui. Super. Bon, depuis des années et des années, là, tu accompagnes de nombreuses personnes. Qu'est-ce que, voilà, avec ton expérience, tu peux dire sur ce que ce travail du tarot, de tirer les cartes et tout ça, peut apporter concrètement? Ben, moi, j'ai attiré par hasard, tu sais, on dit notre être attire notre vie. J'ai souvent attiré des gens qui avaient une nature ou une vocation artistique. Donc, dans mon cas particulier, mais aussi parce que je suis artiste moi-même, il y a même une vingtaine d'années de ça, j'avais pratiquement que des gens qui avaient au moins une activité artistique en plus de leur activité de base dans mes petits cours de tarot que je donnais à Paris. Des conteurs, des danseurs, des gens qui fabriquaient des objets, des musiciens, etc., etc. Donc, dans mon cas particulier, je dirais qu'il y a un aspect international, donc j'ai enseigné en Argentine, etc., et je pense qu'on a beaucoup contribué avec le livre que j'ai coécrit avec Jodo et avec tout ce que j'ai fait ensuite, à l'idée de pouvoir réouvrir le tarot dans une transdisciplinarité très importante avec la psychologie, avec des pratiques corporelles, avec des voies spirituelles, donc de décloisonner toutes ces choses-là. Et aussi, dans beaucoup de pays d'Amérique latine où il y avait des pratiques chamaniques, de guérison chamanique, je ne parle pas de psychotropes, je parle de cérémoniels, etc., de vraiment réconcilier le psychologique, l'historique, le philosophique, avec des pratiques plus incarnées. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose dont a bénéficié principalement tout un public que j'ai eu aux États-Unis, en Amérique latine, etc. En Europe, je vois juste des gens qui sont ravis parce qu'ils intègrent un outil qu'ils trouvent beau, qui les rend heureux. Cet effet de décloisonnement fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément clients de la psychothérapie, mais qui vont approfondir beaucoup de choses avec le tarot, qui ne seraient pas forcément clients de l'investissement très fort que suppose d'être dans une voie spirituelle traditionnelle, mais qui sont touchés par le tarot et qui du coup vont absorber des concepts qui sont communs à toutes les grandes voies spirituelles et qui peuvent être des aides à affronter les épreuves, des aides à la maladie. Et puis alors cet aspect artistique dont je te parlais, ça c'est merveilleux. En ce moment par exemple, je travaille avec une chorégraphe qui s'appelle Agostina D'Alessandro, qui est argentine d'origine mais qui vit en Belgique. Et on a un projet depuis 4 ou 5 ans où on fait tarot et danse contemporaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour les performeurs, il y a immédiatement, avec l'approche du tarot, il y a une amplification de leur registre. Et Agos me disait, quand on a commencé à travailler ensemble, elle avait des danseurs avec qui elle bosse depuis 10 ans, elle me disait, je ne les ai jamais vus bouger comme ça. Et bien ça, pour moi, c'est une métaphore, c'est une parabole, en fait, de ce qui arrive à tout le monde avec le tarot. C'est-à-dire que le tarot est un amplificateur de tes possibilités. Alors ça va être très frappant chez un performeur, parce que d'un seul coup, ça lui donne, c'est-à-dire qu'avec ce qu'il sait faire avec son corps, ça lui donne une liberté, une inspiration d'action extraordinaire. Parce que le tarot, il est abstrait aussi. Donc il t'emmène dans un geste abstrait, dans un mouvement intérieur abstrait. Mais c'est vrai aussi, j'ai plein d'amis qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont accompagnants corporels et qui ont ajouté le tarot à leur travail. Et en fait, ça leur donne une amplification parce qu'ils n'ont pas besoin de donner des réponses parfaites. Mais ça va parfois, ils vont faire tirer une carte à la personne s'ils travaillent corporellement et ça va leur donner une forme qui va faire que l'accompagnement va se faire différemment. Si c'est des coachs, la personne va être peut-être un peu dans un tunnel mental, tu vois. Puis on va sortir le tarot, on va ouvrir sur quelque chose de plus imaginatif. C'est un amplificateur au sens, un amplificateur qui ouvre dans le domaine dans lequel on est des possibilités qui nous appartiennent déjà. On voit bien, en tout cas dans ce milieu des arts, de la danse, tout ce que ça peut apporter, mais peut-être je précise que, bien sûr, pour les personnes qui ne sont pas forcément artistes, ça marche aussi. Tout à fait utile. Ça marche très très bien aussi. Non, mais pour moi, quelqu'un qui fait par exemple, il y a beaucoup de femmes qui viennent au tarot, et ça arrive très souvent que ce soit des femmes qui sont en âge et dans le choix d'être à la maison, de s'occuper de leurs enfants, etc. Mais il n'y a pas plus artiste qu'une femme qui ne, soi-disant, ne travaille pas. Tu fais à manger, tu t'occupes de décorer la maison, tu joues avec les enfants. C'est un univers complètement créatif. Et je pense que c'est ça qui fait que il y a très souvent à peu près 2 tiers de femmes qui s'intéressent au tarot par rapport aux hommes,
Parce qu'elles sont justement, même si elles ne sont pas artistes officielles de la République, on s'en fiche complètement, elles ont un besoin et une pratique de la créativité dans leur quotidien. Les femmes qui ont, à un moment donné ou à un autre, passé un peu de temps à à apparemment simplement s'occuper de la maison, mais bien supérieure aux gens qui sont sur le tapis roulant d'un boulot, tu vois, où les codes sont définis par le travail. Donc bien au contraire, je dirais que les gens qui croient qu'ils ont une vie ordinaire sont bien souvent ceux qui sont le plus concernés par cette amplification dans leur vie de qui je suis vraiment, comment j'ai vraiment envie de faire les choses. Et comment est-ce que cet outil va pouvoir... C'est ça qui est génial avec le tarot. Tu l'emmènes dans un musée, il répond. Tu le mets en face de ton livre de recettes de cuisine, il répond. Tu l'emmènes en entreprise, il répond. Tu l'emmènes dans un chagrin d'amour, il vient donner un petit coup de main. Tu l'emmènes à l'histoire que tu dois raconter aux enfants le soir avant de dormir, il répond. Tu l'emmènes dans des questions de coaching hyper compliquées de dirigeants d'entreprise, il répond. Tu l'emmènes dans une question technique où toi tu n'as aucune idée, mais tu te la fais plus ou moins expliquer par la personne qui pose la question, il répond. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable d'interagir avec tous les aspects de notre existence. Donc c'est absolument pas réservé à une catégorie particulière de gens. Pas du tout. On peut vraiment l'utiliser dans tous les contextes. Dans tous les contextes et par toutes les entrées. Dans le séminaire, on va aussi voir, parce que moi je suis un peu un télo, là je parle beaucoup et tout ça, mais il y a aussi un aspect beaucoup plus simple, beaucoup plus imaginatif, beaucoup plus fondé sur... moi je parle pour inspirer les gens, parce que devant une caméra je ne vais pas être là en méditation, tu vois. Mais en fait je donne aussi beaucoup d'outils qui ne sont pas du tout de l'ordre de la connaissance intellectuelle. Le tarot c'est un langage. C'est un livre qui raconte jamais deux fois la même histoire. Et donc, il y a plein de façons très simples d'entrer dans ce langage et de le laisser vraiment nous parler et de dialoguer avec lui. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'être bac plus 5, ni même bac plus 1, ni même bac tout court pour s'approcher du tarot. Comme je disais, des enfants sont capables de s'approcher d'une façon merveilleuse des cartes et de les comprendre parfois mieux que les adultes. Et si on prend des moments plus problématiques de la vie, un deuil, une séparation, un sentiment de mal-être, etc., en quoi le tarot aussi peut aider dans ces moments-là? Alors c'est pour ça que j'ai développé des lectures dans lesquelles on apporte vraiment... Parce que tu vois, la conception qu'on a de la lecture de tarot, c'est je prends des cartes au hasard et puis je vais voir ce que ça me dit. Bah oui, mais quand on est en souffrance, quand on est en vulnérabilité, on peut avoir peur de faire ça. Et quand on a en face de soi quelqu'un en souffrance ou en vulnérabilité, ça peut nous faire peur de prendre cette responsabilité-là. Donc moi, ayant été, comme tu l'imagines, parce que j'ai écrit des livres et tout, beaucoup sollicité, ça m'est arrivé vraiment de faire des lectures pour des gens qui étaient dans des situations horribles, tragiques, apparemment sans espoir. Et j'allais pas dire non, parce que j'étais en voyage en train de donner un séminaire et qu'au milieu du séminaire, quelqu'un me disait « Est-ce que je peux te voir un quart d'heure à la pause ?» Et puis, il y avait une histoire d'assassinat, de mort imminente, de maladie grave. Et c'est des moments où tu ne peux pas dire non. Alors c'est merveilleux parce que tu es au pied du mur, tu es acculé. Et tu es obligé justement d'avoir recours à la créativité. De demander au tarot comment on peut faire. Moi, je n'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens quelqu'un me dit, j'en sais rien, mon compagnon, mon ex-compagnon a assassiné la mère de son deuxième enfant et cet enfant, c'est le frère de mon enfant. Qu'est-ce que je fais? C'est des situations qui sont abominables. Moi, je n'ai aucune capacité à répondre. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à oser créer, m'apercevoir qu'on avait le droit de créer des tirages et qu'on avait le droit de créer un tirage qui dit « Ok, qu'est-ce que me raconte mon mental? Quel est le pire cauchemar que je peux me raconter? Comme ça, je sais que j'y vais pas, parce que j'ai besoin en ce moment d'être tranquille. Où est-ce qu'il est mon allié? Comment je peux utiliser mon allié? » Et même, j'en parlerai une fois ou deux dans le séminaire, mais de faire retourner les cartes face ouverte et de dire « Voilà, si j'avais besoin d'une image qui m'aide à vivre, qui m'aide à respirer, laquelle je prends ?» C'est-à-dire que le tarot, c'est aussi une ressource. Ce n'est pas seulement un oracle. Oracle au sens la bouche par laquelle parle la divinité. S'il y a un influx spirituel dedans, eh ben, il faut qu'on puisse l'utiliser comme un intermédiaire vers ce qui constitue notre espérance, vers ce qui constitue notre capacité d'aller de l'avant. Donc je vais aussi proposer des choses comme ça dans le webinaire parce que je trouve que c'est très important.
Oui, c'est un programme très complet, hein. Il y a 23 vidéos au total, si je ne me trompe pas. Tu voyages dans les différents étages du tarot à travers chaque carte, mais aussi les interactions entre les cartes. Tu parles de la numérologie du tarot qui est très importante aussi, parce que les cartes sont numérotées. Ouais. Tu abordes aussi les différentes couleurs, parce que voilà, il y a des deniers, il y a des... Denier, bâton, coupe, voilà. épée. Donc on les appelle les couleurs, les enseignes ou les symboles. Et c'est absolument passionnant. J'adore les arcanes mineures. Très très peu de gens apprennent, et donc très peu de gens enseignent, et donc très peu de gens apprennent les arcanes mineures. Et c'est merveilleux parce que les arcanes mineures, c'est nous. C'est-à-dire que les arcanes majeures, c'est ces images, quand même, ces grandes allégories. Les arcanes mineures, c'est nous. Donc en apprenant à connaître les arcanes mineures, on a un chemin d'apprentissage de la connaissance de soi. Donc j'espère, pouvoir... ça fait pas mal de temps que j'enseigne ça et ça marche assez bien. Et c'est vraiment une entrée dans le secret, l'humble secret du tarot. Mais c'est vraiment le secret du tarot comme maître à vivre. Ça, c'est génial. Vraiment génial. C'est une espèce de yoga intérieur, tu vois. Oui. Et je trouve que tu donnes vraiment tous les outils dans cette formation pour que les personnes puissent se lancer ensuite de leur côté avec leur jeu. Il manquerait plus que ça d'acheter une formation et de la laisser dormir dans le tiroir, mais il n'en est pas question. Et tu l'as dit, hein, il y a des tirages aussi, on a même pris des volontaires dans l'équipe de tournage. Vous avez bien joué le jeu. Donc les gens peuvent se rendre compte aussi à quoi ça ressemble, une interaction avec quelqu'un. Oui. Donc voilà. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, mais en tout cas, moi, je pense qu'on en a bien parlé. Moi, je pense que c'est très simple, en fait. Si une personne est touchée par le tarot, alors, une fois encore, on dit le tarot. Donc là, j'ai mon tarot de Madenier. Hein. Tu m'as demandé l'autre jour, je ne sais pas si on a répondu à ça en caméra, tu m'as dit comment choisir le tarot avec lequel on va lire. C'est vrai qu'il existe plusieurs tarots de Marseille. Alors, du moment que c'est un tarot de Marseille, qu'il soit historique, qu'il soit récent, que ce soit celui de Convert, de Jodorowsky, etc. Moi, par exemple, j'ai ce tarot-là, qui est donc celui que je viens de te montrer, ce tarot de 1709, mais on en a aussi fait une version, c'est très Daniel qui le vend, une version restaurée, donc c'est le même, mais avec des couleurs et des images tu vois, simplifiées, donc c'est pas la même ambiance. Donc moi, je préfère celui-là qui est mon chéri préféré du monde entier. Mais pour certaines personnes, celui-ci, il est plus facile à aborder, il est plus simple. J'en ai même fait une version noir et blanc que j'adore. Donc tu vois, on a aussi la version noir et blanc. Donc déjà ça, pour ce tarot-là, on a ces 3 possibilités qui existent. Mais après, il y a des gens qui adorent le tarot de Jodorowsky avec lequel j'ai travaillé moi pendant des années. C'est super. Il y a des gens qui ont d'autres tarots historiques, c'est super. Il y a beaucoup de gens qui ont le tarot Grimaud, le tarot de Paul Marteau, ça marche très bien aussi. Parce que ce n'est pas les tout petits détails qui changent qui nous intéressent. Ça, on a des techniques pour les interpréter. Ça, c'est vraiment ce qui va soutenir notre intuition. C'est la forme générale. Le tarot de Marseille, c'est une forme qui a traversé des dizaines et des dizaines de jeux. Donc, du moment que vous avez envie de vous intéresser au tarot de Marseille, eh bien, cette formation, elle est pour vous. Choisissez le tarot que vous trouvez le plus beau. Parce que la beauté, c'est le dernier mot de l'histoire. Je pense qu'on va d'ailleurs conclure sur ce très beau mot. Merci beaucoup, Vive Marianne la beauté. Costa. Chin chin. Merci à tous d'avoir suivi cette soirée d'exception en compagnie de Marianne Costa. Avant de nous quitter, j'aimerais vous dire une chose importante. Vous allez recevoir une petite surprise directement chez vous. Je vous en parle dans un instant, mais d'abord, prenons une seconde pour faire le point sur ce qu'on vient de vivre ensemble. La première chose, c'est évident, Marianne Costa, c'est une femme extraordinaire. Je suis sûr que même à travers l'écran, vous avez senti son aura. Et surtout, sa manière unique de transmettre le tarot. Eh bien, ça tombe bien, parce que ce soir, vous avez aussi découvert un projet qui nous tient vraiment à cœur. Un projet qu'on a construit main dans la main avec Marianne pendant des mois. Il s'agit d'un programme vidéo complet dans lequel elle vous transmet 30 ans de pratique, de recherche et de passion. C'est la première fois qu'elle accepte de transmettre tout ça sous forme de vidéo avec autant de générosité. Grâce à ce programme unique, vous saurez vous-même lire le tarot de Marseille, que ce soit pour vous ou pour votre entourage. Et petit rappel, maîtriser le tarot de Marseille, c'est maîtriser son inconscient. Vous savez, ce GPS que vous suivez alors que vous ne l'avez jamais programmé. Pour la tester moi-même, c'est fort, très fort. Car dès la première lecture, vous parvenez à repérer les pièges émotionnels dans lesquels vous tombez à chaque fois. Ou encore à comprendre certains blocages qui vous collent à la peau. Et pour le coup, on ne se lasse jamais du tarot de Marseille. Chaque tirage vous permet de lever le voile sur un non-dit de votre vie. C'est de très loin le meilleur outil pour vous reconnecter à vous-même,
à votre inconscient et à votre histoire. Autrement dit, ce programme, c'est bien plus qu'une formation. C'est une expérience de transformation. Et pour vous remercier d'avoir assisté à cette soirée, on vous a préparé un cadeau exclusif. En rejoignant la formation ce soir, vous recevrez directement chez vous un coffret pensé pour accompagner votre pratique au quotidien. C'est le complément idéal pour cette formation. Il a été imaginé et conçu par Marianne Costa elle-même. Son objectif, c'est de prolonger l'expérience et l'ancrer dans le concret. Ainsi, vous trouverez dans ce coffret un petit livret avec l'essentiel de la formation vidéo. Et pour passer directement à l'action, le coffret contient aussi un véritable jeu de tarot de Marseille, fidèle à ce qu'il était au XVe siècle. C'est celui que Marianne utilise elle-même pour ses tirages. Évidemment, pour que vous puissiez l'emmener partout avec vous sans jamais l'abîmer, le jeu est accompagné d'une jolie pochette de transport satinée. Car je sais bien qu'une fois que vous aurez commencé la formation, vous n'irez nulle part sans votre tarot. Et si vous vous demandez pourquoi nous souhaitons vous offrir ce coffret avec la formation, eh bien c'est parce qu'à peine les premières vidéos visionnées, vous sentirez le besoin de tirer les cartes pour éclairer une décision. Vous l'aurez donc compris, c'est un outil qu'on garde sur sa table de nuit, dans son sac, dans la boîte à gants s'il le faut. Et ce coffret, on vous l'offre ce soir avec la formation vidéo complète de Marianne Costa. C'est notre façon de rendre ces transmissions encore plus vivantes et plus incarnées. Alors n'attendez pas, notre stock de coffrets est très limité. Vous pouvez rejoindre le programme juste en dessous de cette vidéo et recevoir chez vous de quoi débuter ce voyage avec les meilleurs repères. Encore merci et à bientôt.